La baby shower de ma sœur, Vanessa, a coûté 15 000 $. Le jardin était rempli de ballons roses et de rubans dorés. Tout le monde portait des robes coûteuses et tenait des coupes de champagne. Ils avaient l'air parfaits. Puis, il y avait moi. Je portais mon sweat à capuche gris oversize préféré et un jean. Je me tenais près de l'entrée, tenant un petit sac cadeau, essayant de sourire. Ma mère, Hélène, a marché droit vers moi. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a regardé mes vêtements comme s'ils étaient couverts de boue. Riley, a-t-elle chuchoté. Sa voix était basse et froide. Tu gâches l'esthétique. J'ai ressenti une douleur vive dans la poitrine, mais j'ai gardé un visage calme. Maman, je viens juste d'arriver, ai-je dit doucement. Elle a secoué la tête et a pointé le doigt de l'autre côté de l'allée. Il y avait là un grand entrepôt rouillé. Il semblait vieux et abandonné. Va t'asseoir là-bas, a-t-elle dit. Reste hors du cadre jusqu'à ce que les photos professionnelles soient terminées. Tu as l'air pauvre. Tu n'as pas ta place ici. J'ai regardé Vanessa. Elle a vu maman me repousser. Elle a juste ri et tourné le dos. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. D'accord, ai-je dit. Je me suis retournée et j'ai marché vers l'entrepôt-lait. Il pensait qu'il m'envoyait aux ordures. Il n'avait aucune idée. Je n'entrais pas dans un dépotoir. J'entrais dans mon quartier général, et je détenais les clés de tout. Avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. Je me suis éloignée de l'entrée du jardin. Mes baskets faisaient un doux bruit de craquement sur le gravier. Je pouvais sentir le regard de l'agent de sécurité dans mon dos. Il ne me regardait pas comme si j'étais une invitée. Il me regardait comme si j'étais un chien errant qui s'était approché trop près d'un pique-nique. Je ne suis pas allée loin au début. Je suis juste sortie du cadre comme ma mère le voulait. Je me suis appuyée contre le mur de briques de l'allée. Les briques étaient rugueuses et froides contre mon sweat à capuche. De là où je me tenais, je pouvais encore tout voir. Là, elle n'était pas assez haute pour bloquer la vue de la fête, et elle n'était certainement pas assez épaisse pour bloquer le son. C'était une belle fête. Je devais admettre que ma sœur Vanessa avait toujours su dépenser de l'argent. Le thème était « Jardin doré ». Tout était or, blanc ou rose pâle. Il y avait des arches faites de vrais roses. Les nappes étaient en soie. Il y avait un quatuor à cordes jouant de la musique classique douce dans le coin. Cela ressemblait à une page sortie d'un magazine. Et il y avait Vanessa. Elle était assise sur une grande chaise en velours qui ressemblait à un trône. Elle portait une robe en dentelle blanche qui moulait parfaitement son ventre rond. Ses cheveux blonds étaient bouclés et brillants. Elle riait, la tête renversée en arrière, tenant un verre de cidre pétillant. Ma mère, Hélène, tournait autour d'elle. Elle arrangeait les cheveux de Vanessa, lissait sa robe et dirigeait le photographe. Maman était belle aussi, dans une robe bleu marine qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle ressemblait à la future grand-mère parfaite. Je les regardais. Je sentais une douleur sourde et lourde dans ma poitrine. Ce n'était plus une douleur vive. C'était une vieille douleur. C'était la même douleur que j'avais ressentie quand j'avais obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et qu'ils avaient oublié de venir à la cérémonie parce que Vanessa avait une audition de mannequinat. C'était la même douleur que j'avais ressentie quand j'avais emménagé dans mon premier appartement et qu'ils ne m'avaient jamais rendu visite parce que c'était dans un mauvais quartier. J'étais l'erreur, la déception. Vanessa était la star. J'ai vu un serveur marcher près du bord de la terrasse avec un plateau d'amuse-gueule. C'étaient de petits beignets de crabe avec des flocons d'or sur le dessus. Mon estomac a gargouillé. Je n'avais rien mangé de la journée.
J'avais été trop occupée à travailler sur la logistique pour le lancement de l'automne. Je m'étais précipitée ici directement après une réunion, attrapant le cadeau que j'avais passé des semaines à fabriquer. J'ai fait un demi-pas en avant, pensant que je pourrais peut-être juste attraper un encas et battre en retraite. Hélène m'a vue instantanément. Son radar pour moi était parfait. Elle a arrêté de sourire. Elle s'est excusée auprès d'un groupe de femmes portant de grands chapeaux et a marché jusqu'au bord de la terrasse. Elle n'est pas venue jusqu'à l'allée. Elle s'est juste tenue à la ligne de démarcation où la terrasse en pierre coûteuse rencontrait l'asphalte sale. Riley, a-t-elle sifflé. Elle ne criait pas, mais sa voix portait. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit d'aller à l'entrepôt. J'ai faim, maman, ai-je dit. Je voulais juste un beignet de crabe. Elle m'a regardé avec un pur dégoût. Tu ne mangeras pas le traiteur. Cette nourriture coûte 20 $ la bouchée. C'est pour les invités, pour les gens qui ont apporté des cadeaux appropriés, pour les gens qui ont leur place ici. Elle a baissé les yeux sur le sac cadeau dans ma main. C'était un sac en papier marron ordinaire. J'aimais le look simple. Je l'avais attaché avec un morceau de ficelle. À l'intérieur se trouvait une couverture tricotée à la main faite du mélange de cachemire le plus doux et le plus cher au monde. Du tissu provenant de mes propres usines. Elle valait des centaines de $, mais pour elle, cela ressemblait à des ordures. Regarde ce sac, a-t-elle dit en secouant la tête. On dirait que tu as ramassé un sandwich dans une station-service. Ne mets pas ça sur la table des cadeaux. Ça va gâcher les photos. C'est pour le bébé, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mes mains tremblaient un peu. Donne-le-moi plus tard, a-t-elle dit en faisant un geste de la main, quand tout le monde sera parti. Ou laisse-le simplement dans ta voiture. Honnêtement, Riley, regarde-toi. Tout le monde demande qui tu es. J'ai dû dire à Madame Henderson que tu étais une aide engagée pour l'équipe de nettoyage, juste pour ne pas mourir de honte. Une aide engagée. Elle avait dit à ses amis que j'étais le concierge. Je suis ta fille, ai-je dit. Alors commence à agir comme une Monroe, a-t-elle claqué. Les Monroe ne portent pas de sweat à capuche lors d'événements sociaux. Les Monroe n'ont pas l'air de dormir dans leur voiture. Maintenant recule. Le photographe prépare un plan large. Elle m'a tourné le dos et s'est éloignée. Je suis restée là où j'étais. Je ne pouvais pas bouger. Je me sentais sfiga. J'ai regardé alors qu'elle retournait à la table principale. Il y avait une longue table dressée pour la famille proche. Elle avait de magnifiques marque-places calligraphiées. J'ai vu une carte avec le nom Vanessa. À côté, Derek, le mari de ma sœur. Puis Hélène, puis Père, et puis tout au bout, il y avait une carte. J'ai plissé les yeux. Elle disait Riley. Au moins, il m'avait gardé une place. Pendant une seconde, une toute petite lueur d'espoir a brillé en moi. Peut-être qu'après les photos, je pourrais m'asseoir. Peut-être que je pourrais manger. Peut-être que je pourrais faire partie de la famille. Puis j'ai vu Vanessa pointer du doigt la table. Elle a dit quelque chose à l'organisatrice de l'événement. Elle a pointé ma carte, puis elle a pointé la chaise supplémentaire. Elle a ri. Ce n'était pas un rire gentil. C'était un gloussement cruel aigu. L'organisatrice, une jeune femme avec un presse-papier qui avait l'air stressée, a hoché la tête rapidement. Elle s'est dirigée vers le bout de la table. Elle a pris la chaise avec mon nom dessus et l'a pliée. Elle l'a traînée sur le côté. Puis elle a ramassé la petite carte blanche qui disait Riley. Elle a cherché un endroit où la mettre. Vanessa a dit autre chose. L'organisatrice a hésité. Puis elle a jeté la carte dans une poubelle à proximité. Elle a volté jusque dans les ordures, atterrissant sur des serviettes usagées et des queues de crevettes. Mon siège n'avait pas seulement été déplacé.
Il avait été jeté. Les invités applaudissaient maintenant. Derek, mon beau-frère, portait un toast. Il était debout, tenant son verre haut. Il portait un costume gris qui lui allait un peu trop serré. Derek aimait agir comme un gros bonnet de latex, mais je savais qu'il n'avait pas fait de profit depuis 3 ans. À ma belle épouse, à Tony Derek, et à la famille Monroe pour m'avoir accueilli et nous avoir soutenus. Nous sommes tellement bénis d'avoir un cercle aussi fort et solidaire. Tout le monde a applaudi. Bravo, bravo. Je me tenais dans l'allée, serrant mon sac en papier marron. Je faisais partie de ce cercle. Techniquement, c'était moi qui avais payé le leasing de la voiture de Derek le mois dernier quand il avait oublié de virer les fonds. C'était moi qui avais payé la taxe foncière de la maison de maman quand elle avait dépensé sa retraite pour une croisière. J'étais le soutien fort, mais je n'avais pas le droit de m'asseoir à la table. Un serveur est sorti par la porte latérale pour fumer une cigarette. Il m'a vu debout là. C'était un jeune gars, peut-être 20 ans. Il avait l'air fatigué. Il a regardé mon sweat à capuche. Puis il a regardé la fête. Puis il m'a regardé à nouveau. Dure journée? A-t-il demandé. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Il a mis la main dans la poche de son tablier et a sorti un beignet de crabe écrasé enveloppé dans une serviette. Tiens, a-t-il dit. J'en ai chouravé un. On dirait que tu en as plus besoin que ces riches. J'ai regardé la nourriture écrasée. La gentillesse d'un inconnu. Ça faisait plus mal que la cruauté de ma mère. Ça m'a piqué les yeux. Merci, ai-je dit. Je l'ai pris. Je ne l'ai pas mangé. J'ai juste tenu la serviette chaude. Tu es de la famille? A-t-il demandé, faisant un signe de tête vers la fête. Non, ai-je menti. C'était plus facile que d'expliquer. J'attends juste qu'on vienne me chercher. Eh bien, n'attends pas trop longtemps, a-t-il dit. Ils sont sur le point de couper le gâteau. 6 étages. Gousse de vanille et framboise. Coûte plus cher que mon loyer. Il a écrasé sa cigarette et est retourné à l'intérieur pour servir ma famille. Je l'ai regardé partir. J'ai regardé la fête une dernière fois. Vanessa coupait la première part. Maman applaudissait. Papa regardait son téléphone, ignorant tout le monde, mais il était toujours là. Il était toujours assis. J'ai regardé la poubelle où était mon nom. Quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas un craquement fort. C'était un clic silencieux, comme une porte qui se verrouille. Pendant des années, j'avais essayé d'acheter ma place sur cette chaise. Je pensais que si je leur donnais de l'argent quand ils avaient des ennuis, ils m'aimeraient. Je pensais que si je réglais leurs problèmes, ils me respecteraient. Je pensais que si je restais calme et humble, ils verraient ma valeur. J'avais tort. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient que ce qu'ils pouvaient prendre de moi. Et quand je ne correspondais pas au rôle, ils me jetaient. J'ai baissé les yeux sur mes vêtements. Mon sweat à capuche était un prototype. Le tissu était un tissage à haute densité, résistant à l'eau, respirant et incroyablement coûteux à fabriquer. Les jeans étaient renforcés avec une couture exclusive que j'avais inventée. Pour eux, j'avais l'air pauvre. Pour quiconque connaissait l'industrie, je portais le futur de la mode. Tu gâches l'esthétique, avait dit maman. D'accord, ai-je chuchoté à l'allée vide. Je m'en vais. J'ai tourné le dos au ballon rose et au ruban doré. J'ai tourné le dos au champagne et au faux sourire. J'ai fait face à l'allée. J'ai fait face à l'entrepôt rouillé et laid de l'autre côté, le bâtiment que ma mère avait pointé du doigt comme une punition. Elle pensait qu'elle me bannissait vers les bidonvilles. Elle pensait qu'elle m'envoyait m'asseoir dans la crasse. J'ai pris une profonde inspiration. L'air dans l'allée sentait la pluie et la vieille poussière de la ville. Il sentait meilleur que le parfum lourd du jardin.
J'ai commencé à marcher vers l'entrepôt. Je n'ai pas regardé en arrière, pas même quand les applaudissements pour la coupe du gâteau ont commencé. J'avais fini de mendier une place à une table que j'avais payée. L'allée faisait environ 20 pieds, 6 mètres, de large. Elle séparait l'arrière du centre d'événements de luxe du quartier industriel. Le sol était inégal, un pavé fissuré avec des mauvaises herbes perçant à travers le béton. Je marchais lentement. Je n'étais plus pressé. Je n'avais nulle part ailleurs où aller. Le bâtiment devant moi était massif. C'étaient 4 étages de briques rouges tachées de suie et de crasse. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient barrées de lourdes grilles en fer. La peinture de la porte principale s'écaillait, révélant des couches de rouille grise et noire en dessous. Il y avait un panneau suspendu par une seule chaîne qui grinçait au vent. On y lisait « Gestion immobilière ». Défense d'entrée. Pour le monde extérieur, cet endroit était une zone morte. C'était juste une autre usine oubliée dans une ville qui en était pleine. Ma mère avait probablement regardé ce bâtiment 1000 fois et n'avait ressenti que de la pitié pour quiconque devait s'en approcher. Elle ne savait pas que la laideur était le meilleur système de sécurité au monde. J'ai atteint la lourde porte en acier. On aurait dit qu'elle n'avait pas été ouverte depuis 50 ans. Il n'y avait pas de poignée, juste un panneau de métal lisse et plat qui ressemblait à une réparation de fortune. J'ai mis la main dans la poche de mon jean et j'ai sorti une carte noire. Elle était noire mat, lourde, faite de titane. Il n'y avait pas de numéro dessus, juste un petit logo en relief au centre, une simple aiguille et du fil formant un cercle. J'ai tenu la carte contre le panneau de métal rouillé. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Le vent a fait passer un emballage de bonbons devant mes pieds. Puis, bip. Une douce lumière bleue a souligné le panneau métallique. Le bruit de lourds verrous se rétractant a résonné de l'intérieur de la porte. Clon, clon, pshhh. La lourde porte n'a pas grincé. Elle a glissé doucement, glissant sur des rails magnétiques silencieux. J'ai franchi le seuil. Au moment où j'ai franchi la ligne, le monde a changé. Le bruit de la ville a disparu. Le vent, la circulation lointaine, le faible son du quatuor à cordes de la fête, tout a disparu. La porte s'est refermée derrière moi, se scellant avec un bruit surpressurisé. Je me tenais dans un sas. L'air ici était frais, filtré, et sentait le linge propre et l'ozone. L'éclairage était doux et encastré. Les sols n'étaient pas en béton sale. Ils étaient en époxy poli, blanc et étincelant. J'ai marché vers la deuxième porte. Un panneau de verre qui a scanné ma rétine. Bon retour, directrice Monroe, a dit une voix informatisée. Le verre s'est ouvert. Je suis entré dans l'atrium de l'Iron Line Collective. C'était une ruche. C'était la seule façon de le décrire. L'espace était massif, un étage à concept ouvert qui s'étendait sur toute la longueur du bloc de l'entrepôt. Les hauts plafonds étaient exposés, montrant des conduits de ventilation argentés et des installations d'éclairage intelligentes, mais ce n'était pas une usine au sens ancien. C'était un laboratoire de mode. À ma gauche, l'équipe logistique travaillait derrière un mur d'écrans en verre. D'énormes écrans affichaient des itinéraires d'expédition, des emplacements de conteneurs de fret et des niveaux d'approvisionnement en tissus d'Italie, du Japon et du Pérou. À ma droite, le studio de design bourdonnait. Des mannequins étaient habillés de vêtements à moitié finis qui ne seraient pas vus par le public avant 2 ans. Il y avait des rouleaux de tissu qui coûtaient plus cher au maître que la bague de mariage de ma sœur. Et les gens, mes gens. Il y avait environ 50 personnes à l'étage aujourd'hui, même si c'était un samedi. Ils ne portaient pas de costume. Ils portaient des sweats à capuche, des jeans, des t-shirts, des vêtements confortables, fonctionnels et pour la plupart fabriqués par nous. Une femme nommée Sarah est passée devant moi en portant une tablette.
Elle était la chef de notre département d'ingénierie textile. Elle m'a vue et s'est arrêtée. Riley, a-t-elle dit. Elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle m'a regardé avec respect. Je pensais que tu prenais ta journée pour le truc de ta sœur. C'était le cas, ai-je dit. J'ai rabattu ma capuche. Mes cheveux étaient un peu en désordre à cause du vent, mais ici personne ne s'en souciait. Ça n'a pas marché? Sarah a regardé mon visage. Elle a vu la tension dans ma mâchoire. Elle était avec moi depuis que j'avais lancé cette entreprise dans un garage il y a 5 ans. Elle connaissait l'histoire. Ils ont recommencé? A-t-elle demandé doucement. Ouais, ai-je dit. Ils ont recommencé. Je suis désolée, a-t-elle dit. As-tu besoin de quelque chose? Nous effectuons les tests de résistance sur la nouvelle ligne de polymères divers. Les résultats sont incroyables. Ça pourrait te remonter le moral. J'ai souri. C'était un petit sourire faible, mais c'était réel. Ouais, ça a l'air bien. Je serai dans mon bureau dans 1 minute. D'accord, a-t-elle dit. Elle n'a pas insisté, elle a juste hoché la tête et est retournée au travail. J'ai marché dans l'allée centrale. Chaque personne qui me voyait hocher la tête ou faisait un signe de la main. Il ne voyait pas une pauvre fille en sweat à capuche. Il voyait la fondatrice. Il voyait la femme qui signait leurs chèques de paie. Des chèques de paie qui étaient le double de la norme de l'industrie. Il voyait la femme qui avait bâti un empire à 8 chiffres à partir de rien. Ma famille pensait que j'étais au chômage. Ils pensaient que je dérivais parce que je n'avais pas un travail de 9h à 17h dans un immeuble de bureau au centre-ville. Ils ne comprenaient pas que je n'avais pas besoin d'un travail. J'étais l'employeur. J'ai gardé mon entreprise secrète pour une raison. Au début, c'était parce que j'avais peur d'échouer. Je ne voulais pas qu'ils se moquent de moi si ça ne marchait pas. Mais ensuite, l'entreprise a décollé. Nous avons commencé à concevoir des vêtements en marque blanche pour de grandes marques de luxe. Ensuite, nous avons lancé notre propre ligne directe aux consommateurs de vêtements de rue haute performance. L'argent a commencé à affluer. Des millions. J'avais essayé de leur dire une fois, il y a environ 3 ans. J'ai dit à ma mère que je lançais une entreprise. Elle avait ri. Oh, chérie, comme une boutique Etsy? C'est mignon. Ne me demande juste pas d'argent pour du fil. Alors, j'ai fermé ma bouche et je ne l'ai plus jamais rouverte. Je les ai laissés penser que je galérais. Je les ai laissés penser que l'argent que je leur donnais provenait d'économies ou de petits boulots. Cela les faisait se sentir supérieurs. Cela leur donnait l'impression d'être ceux qui avaient réussi. Et franchement, c'était plus facile de faire un chèque que d'expliquer l'économie complexe de la chaîne d'approvisionnement à des gens qui ne se souciaient que de l'apparence des choses sur Instagram. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur au fond de la salle. Il nécessitait une empreinte de pouce pour s'ouvrir. Je suis montée au 4e étage. C'était mon sanctuaire. Les portes s'ouvraient sur mon bureau privé. C'était une boîte en verre suspendue au-dessus de l'étage principal. D'ici, je pouvais tout voir. Je pouvais voir les machines à coudre bourdonner. Je pouvais voir les designers se disputer sur les palettes de couleurs. Je pouvais voir l'essence de ma création. J'ai marché jusqu'à mon bureau. C'était une grande dalle de bois récupérée. Il n'y avait pas de désordre, juste mon ordinateur, un carnet de croquis et le grand livre. Je me suis assise. La chaise était en cuir ergonomique, parfaitement ajustée à mon corps. J'ai pivoté et regardé par la fenêtre. Parce que l'entrepôt était plus haut que les bâtiments environnants, j'avais une vue. Je pouvais regarder en bas dans l'allée. Et au-delà de l'allée, je pouvais voir la fête dans le jardin. Je les regardais de haut maintenant. De là-haut, ils semblaient petits. Les ballons roses ressemblaient à des points.
Le trône de Vanessa ressemblait à une chaise jouet. Je pouvais voir les serveurs se déplacer. Je pouvais voir ma mère passer de groupe en groupe, parlant probablement de la difficulté de trouver de la bonne aide de nos jours. J'ai ressenti une sensation étrange. Pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas petite. J'ai posé le sac en papier marron sur mon bureau. Je l'ai ouvert et j'ai sorti la couverture. J'ai passé mes doigts sur le cachemire gris doux. J'y avais tissé un motif. De minuscules etoiles subtiles. Je l'avais faite avec amour. J'avais voulu envelopper ma nièce ou mon neveu dans quelque chose de sûr et de chaud, mais ils ne voulaient pas de ma chaleur. Ils voulaient mon absence. Je me suis tournée vers mes écrans d'ordinateur. J'ai tapé sur la barre d'espace pour les réveiller. 3 énormes écrans se sont allumés. Sur l'écran de gauche se trouvait mon calendrier. Sur l'écran central se trouvait le tableau de bord de l'entreprise affichant les ventes d'aujourd'hui, 45 200 $ depuis minuit. Sur l'écran de droite se trouvait mon interface bancaire personnelle. J'ai fixé l'écran bancaire. J'avais un dossier nommé « Soutien familial ». Je ne voulais pas l'ouvrir. Je savais ce qu'il y avait dedans. Je savais que ça ferait mal, mais le clic dans ma poitrine, la porte qui se verrouillait, me poussait. « Ouvre-le », disait une voix dans ma tête. « Regarde la vérité ». J'ai cliqué sur le dossier. Une feuille de calcul s'est ouverte. C'était interminable. 12 juin, 4500 $, remboursement carte de crédit Vanessa. 1er juillet, 2200 $, urgence médicale maman, Botox. 15 juillet, 8000 $, financement relais pré-commercial d'EREC. 3 août, 1500 $, acompte lieu baby shower Vanessa. Je me suis figée. J'ai cligné des yeux et regardé de plus près cette dernière ligne. 3 août, acompte lieu. J'avais payé pour le lieu. J'avais payé pour le jardin dont on venait de m'expulser. Ma mère m'avait appelé ce jour-là en pleurant. Elle a dit que Vanessa voulait vraiment ce jardin spécifique, mais qu'ils étaient à court pour la compte et que s'ils ne payaient pas avant midi, ils perdraient la date. Elle m'a supplié. Elle a dit, « Riley, s'il te plaît, juste cette fois. » Je te rembourserai. Elle ne m'a jamais remboursé. Et aujourd'hui, debout dans ce jardin, elle m'avait dit que je n'avais pas ma place. J'ai senti un frisson froid courir le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la clarté. Une clarté froide et dure. J'ai fait défiler vers le bas. Les chiffres sont devenus flous. Des dizaines de milliers de dollars, peut-être des centaines de milliers au cours des 5 dernières années. J'avais financé leur mode de vie. J'étais la raison pour laquelle Vanessa pouvait acheter des chaussures de créateur. J'étais la raison pour laquelle Derek pouvait prétendre être un PDG. J'étais la raison pour laquelle maman pouvait organiser ses fêtes. Et en retour, ils ont jeté mon nom à la poubelle. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre vers la fête. Ils riaient. Ils buvaient du champagne que j'avais probablement payé aussi. Je n'étais pas la victime. J'étais la batterie. J'étais la source d'énergie. Et ils étaient juste en train de me vider, se plaignant que je n'étais pas assez brillante pendant qu'ils le faisaient. D'accord, ai-je dit à voix haute. Ma voix sonnait différemment dans le bureau calme. Elle sonnait plus profonde, plus forte. J'ai attrapé le téléphone sur mon bureau. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé Vanessa. J'ai composé le numéro de la banque, la ligne de gestion de fortune privée. Ils ont décroché à la première sonnerie. Mademoiselle Monroe, a dit le banquier. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? J'ai regardé la fête une dernière fois. J'ai vu Derek lever un autre verre. J'ai besoin de faire quelques changements à mes virements permanents, ai-je dit. Et j'ai besoin d'annuler les cartes supplémentaires rattachées à mon compte. Toutes.
Toutes, madame? Cela inclut les cartes émises pour Hélène Monroe et Vanessa Lawson? Oui, ai-je dit. Avec effet immédiat. Et le prélèvement automatique pour l'hypothèque de la propriété de Maple Street. C'était la maison de maman. J'ai fait une pause. Mon doigt planait au-dessus du bureau. Si je faisais ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. C'était la guerre. Je me suis souvenu du serveur me tendant le beignet de crabe écrasé. Je me suis souvenu de l'organisatrice jetant mon nom à la poubelle. Annulez-le, ai-je dit. Annulez tout. Compris, a dit le banquier. Considérez que c'est fait. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis adossé à ma chaise. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient stables. En bas, la fête continuait. Il n'avait aucune idée que le robinet venait d'être coupé. Il dansait sur un sol qui était sur le point de disparaître. Je me suis retourné vers mes écrans de travail. J'avais une entreprise à faire tourner. J'avais une ligne d'automne à lancer. J'avais une cargaison arrivant de Tokyo dans 2 heures. J'avais fini d'être la sœur qui ne s'intégrait pas. Il était temps de se mettre au travail. L'appel téléphonique à la banque a été court, mais j'ai eu l'impression de venir de couper une encre. J'ai posé le téléphone. Ma main tremblait encore, non de peur, mais d'adrénaline. J'ai retourné ma chaise vers la pièce. Mon équipe travaillait. Le bourdonnement des serveurs et le clac-clac-clac rythmé des machines à coudre manqueraient. C'était ma réalité. Pour ma famille, j'étais Riley la vagabonde. Riley la ratée. Riley qui portait des vêtements amples parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de belles choses. Il ne savait pas que le sweat à capuche que je portais était le Iron Line Mark IV. Il était imperméable, coupe-vent et résistant au feu. J'avais conçu le tissage du tissu moi-même. Je l'avais breveté il y a 3 ans. Nous avions vendu 10 000 unités le mois dernier seulement, à $300 pièce. Je me suis levé et suis sorti de mon bureau en verre, descendant les escaliers métalliques vers l'étage principal. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de sentir le travail. Sarah, ai-je appelé. Sarah a levé les yeux d'une table où elle inspectait un rouleau de tissu bleu nuit. Oui, chef. La cargaison de Tokyo. Est-ce qu'elle vient de passer la douane? La notification est sur votre tableau de bord, a-t-elle dit. Nous avons le feu vert pour le lancement d'automne. J'ai hoché la tête. Bien. Et le partenariat avec le fournisseur de cuir italien? Signé et scellé, a-t-elle dit en souriant. Ils ont adoré vos croquis. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu une structure comme ça depuis les années 90. J'ai touché le tissu sur la table. Il était frais et lisse. C'était qui j'étais vraiment. Je n'étais pas juste une fille qui aimait coudre. J'étais la fondatrice de l'Iron Line Collective. Nous ne faisions pas seulement des vêtements. Nous fabriquions des armures pour la vie moderne. Nous fournissions des équipements à des athlètes de haut niveau, des milliardaires de la tech et des équipes de tournage qui travaillaient dans des conditions météorologiques extrêmes. J'avais construit cela parce que j'étais seule. C'était la vérité. Il y a 5 ans, quand Vanessa recevait toute l'attention pour ses concours de beauté et que maman était occupée à être une mère de scène, je passais mes nuits dans le garage. Je démontais de vieux manteaux. J'apprenais comment ils étaient faits. J'apprenais pourquoi ils échouaient. Je voulais faire des choses qui ne cassaient pas. Je voulais faire des choses qui duraient. Peut-être parce que je me sentais tellement brisée moi-même. Je me suis souvenu du jour où j'ai fait mon premier million. C'était un mardi. J'avais 22 ans. J'étais assise dans cet entrepôt à l'époque où il n'y avait que moi et une machine à coudre et une entreprise technologique de la Silicon Valley à commander 5000 vestes personnalisées pour leur personnel. Je me souvenais avoir fixé le solde bancaire sur mon écran, $1 200 000.
J'avais décroché le téléphone pour appeler ma mère. Je voulais crier « Regarde, regarde ce que j'ai fait. Je ne suis pas une ratée. » Mais je n'ai pas appelé. Je me suis souvenu pourquoi. 2 jours avant ça, maman m'avait demandé d'emprunter $50 pour de l'essence. Quand je les lui ai donnés, elle a levé les yeux au ciel et a dit « Ça doit être bien de n'avoir aucune responsabilité, Riley. Certains d'entre nous ont de vraies factures. » Elle pensait que je livrais des pizzas. Elle se moquait de mon petit boulot. Si je lui avais dit que j'étais millionnaire, la dynamique n'aurait pas changé. Elle n'aurait pas été fière. Elle aurait juste demandé plus d'argent. Elle aurait dit « Super, maintenant tu peux payer le mariage de Vanessa. Maintenant tu peux m'acheter une maison. » Il ne m'aimerait pas. Il me consommerait simplement. Alors, j'ai gardé le secret. J'ai gardé le sweat à capuche. J'ai gardé la vieille voiture. J'ai joué le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais je voulais toujours leur amour. Alors, je suis devenu leur filet de sécurité. Je suis devenu la banque de dernier recours. Je suis remontée à mon bureau. Je me sentais lourde. L'adrénaline s'estompait et la tristesse revenait. Je me suis assise et j'ai ouvert à nouveau le grand livre de soutien familial. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de vraiment le regarder ligne par ligne. J'ai cliqué sur l'onglet étiqueté Derek, mon beau-frère, le mari de Vanessa. Il se disait entrepreneur. Il portait des costumes chers et parlait de « perturber le marché ». J'ai regardé les transactions. Janvier, $15 000, coût de serveur pour une start-up. Mars, $10 000, frais juridiques pour un brevet. Avril, $20 000, paie d'urgence pour garder son personnel. Je lui avais viré cet argent directement. Il m'avait dit les larmes aux yeux que si je n'aidais pas, de bonnes personnes perdraient leur emploi. Il m'avait dit qu'il était si proche d'une percée. Il m'avait promis des parts dans son entreprise. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. J'ai des ressources. J'ai une équipe d'analystes de données en bas. J'ai tapé le nom de son entreprise, Lawson Tech Solutions. J'ai lancé une recherche rapide dans le registre des entreprises de l'État. Statut, inactif, dissous, il y a 2 ans. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. L'entreprise n'existait pas. Elle n'existait plus depuis 2 ans. J'ai vérifié le numéro de compte où j'envoyais l'argent. Ce n'était pas un compte professionnel. C'était un compte chèque personnel. Il ne payait pas de personnel. Il ne payait pas de serveur. J'ai sorti ses réseaux sociaux. J'ai fait défiler jusqu'en janvier. La même semaine où je lui ai envoyé $15 000 pour des coûts de serveur, il avait posté une photo de lui et Vanessa à Cabo. Légende, travail dur au paradis. Béni en vie. Il avait utilisé mon argent pour emmener ma sœur en vacances. Je me sentais malade, physiquement malade. J'ai vérifié le paiement de mars, frais juridiques. Cette même semaine, il a acheté une nouvelle Rolex. Je l'ai vu à son poignet sur une photo du dîner de Pâques. Il me volait. Ce n'était même pas un emprunt. C'était de la fraude. Il m'a regardé dans les yeux, a joué sur ma sympathie et m'a volé. Et le pire, c'est qu'il en riait probablement. Il disait probablement à Vanessa, j'ai reçu un autre chèque de la bizarre. J'ai changé d'onglet pour maman. Mais, $3000, réparation toi. J'ai zoomé sur la date. Je me souvenais de ce jour. Elle m'a appelé paniquée. Ça fuit, Riley. Il y a de l'eau partout. J'ai envoyé l'argent instantanément. Je me suis connecté à la base de données des permis de la ville. Aucun permis pour des travaux de toiture n'a jamais été déposé pour son adresse. J'ai regardé son relevé de carte de crédit, auquel j'avais accès car j'étais cosignataire. Une autre erreur.
3 jours après que j'ai envoyé l'argent pour le toit, il y avait un débit de $2800 dans un spa médical haut de gamme, le centre de rajeunissement. Ce n'était pas un toit. C'était un lifting. Elle m'avait regardé en face, menti sur sa maison qui tombait en ruine, pris mon argent et était allée faire de la chirurgie plastique pour pouvoir bien paraître dans des fêtes où elle ne me laisserait pas m'asseoir. J'ai fixé l'écran. Les chiffres n'étaient plus seulement des maths. C'étaient des preuves. C'étaient des preuves que ma famille ne faisait pas que me négliger. Ils s'attaquaient activement à moi. Ils me voyaient comme une ressource à récolter. Ils me gardaient dans les parages, juste assez proche pour demander des faveurs, mais assez loin pour que je ne gâche pas leur image. J'étais leur distributeur automatique. Un distributeur qu'ils frappaient quand ils ne distribuaient pas d'argent assez vite. Directrice? J'ai sursauté. Mon chef de la sécurité, Marcus, se tenait à ma porte. C'était un grand gars, ancien militaire. Il gérait la sécurité physique de l'entrepôt et nos cargaisons de haute valeur. Désolé d'interrompre, a-t-il dit. Mais nous avons une situation en bas. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en m'essuyant le visage. J'ai réalisé que j'avais pleuré. La fête à côté, a dit Marcus. Il a pointé son pouce par-dessus son épaule. Le gérant du lieu de l'événement est à notre quai de chargement. Il demande à parler au propriétaire du bâtiment. Il semble en détresse. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi nous demande-t-il? Apparemment, il y a un problème de paiement avec les clients, a dit Marcus. Un petit sourire entendu a touché ses lèvres. Il savait qui étaient les clients. Il dit que la carte de crédit enregistrée a été refusée. Il a essayé de trouver le titulaire de la carte, une Riley Monroe, mais la mère lui a dit que cette personne était partie. Je me suis levée. Un calme froid m'a envahi. Il me cherche, ai-je dit. Je m'en doutais, a dit Marcus. Voulez-vous que je le renvoie? J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher. La fête dans le jardin était baignée d'une lumière dorée. Je pouvais voir les invités commencer à partir, mais la famille, ma famille, était toujours là. Non, ai-je dit. Ne le renvoie pas. Dis-lui que je descends tout de suite. J'ai attrapé mon sweat à capuche. Je l'ai enfilé. Je l'ai zippé jusqu'à mon menton. Et Marcus? Ouais? Déverrouille la porte arrière. Celle qui relie notre terrain à leur terrasse. Marcus a haussé un sourcil. Vous retournez là-bas? Non, ai-je dit. Je vais juste m'assurer que le message est bien reçu. J'ai regardé le grand livre une dernière fois. J'ai appuyé sur le bouton d'impression. L'imprimante a ronronné. 10 pages de mensonges, de vols et de fausses urgences sont sorties. Je les ai agrafées ensemble. Je ne finançais pas seulement mon propre manque de respect. Je finançais une entreprise criminelle dirigée par les personnes qui partageaient mon ADN. Il était temps de fermer la banque. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. L'entrepôt était plus calme maintenant. La plupart du personnel était rentré pour le week-end. Les lumières de sécurité bourdonnaient. J'ai marché jusqu'au quai de chargement. La lourde porte roulante était ouverte d'environ 4 pieds, 1,2 mètres. M. Henderson, le gérant du lieu, se tenait là. Il avait l'air en sueur. Il portait un smoking, mais sa cravate était desserrée. Il tenait une machine à carte de crédit portable dans une main et une pile de reçus dans l'autre. Quand il m'a vu, il a eu l'air confus. Il a regardé au-delà de moi, s'attendant à quelqu'un d'autre. Quelqu'un en costume, quelqu'un d'important. « Excusez-moi, mademoiselle », a-t-il dit, sa voix impatiente. « J'attends le propriétaire. » Votre agent de sécurité a dit. « Je suis la propriétaire », ai-je dit.
Je ne l'ai pas crié. Je l'ai juste dit. Il a cligné des yeux. Il a regardé mon sweat à capuche. Il a regardé mes baskets. Il a laissé échapper un petit souffle dédaigneux. Écoutez, je n'ai pas le temps pour des jeux. J'ai besoin de parler à la personne qui signe les chèques pour Iron Line Collective. J'ai une situation à côté impliquant un parent d'eux. Il m'a regardé en plissant les yeux. Attendez. Vous êtes la fille dans l'allée. Celle qu'Hélène a mise dehors. Oui, ai-je dit. Je suis Riley Monroe et je possède ce bâtiment. Je possède Iron Line Collective, et jusqu'à il y a environ 1 heure, je possédais la carte de crédit que vous tenez. La bouche de M. Henderson s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé l'entrepôt massif derrière moi. Il a regardé les scanners de sécurité high-tech. Puis il m'a regardé à nouveau. La réalisation l'a frappé de plein fouet. Son visage est devenu pâle. Vous avez payé la compte, a-t-il balbutié. Le chèque venait d'une SARL. Je ne savais pas. Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Quel est le problème, M. Henderson? Là. Eh bien, la facture finale, a-t-il dit en levant la machine. La fête a duré plus longtemps que prévu. Ils ont commandé 5 bouteilles supplémentaires de Dom Pérignon. Ils ont ajouté un service de caviar. Le solde total dû est de $8 000 de plus. J'ai haussé les sourcils. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Pourquoi économiser de l'argent quand c'est Riley qui paie? Et? Ai-je demandé. Et la carte a été refusée, a-t-il dit. Code 05, ne pas honorer. J'ai essayé 3 fois. Puis je suis allé trouver Madame Monroe. Elle m'a dit de... Eh bien, elle m'a dit de me débrouiller et d'arrêter de l'embêter. Ça lui ressemble, ai-je dit. Ensuite, elle m'a donné une autre carte, a continué Henderson. Sa carte personnelle. Celle-là a été refusée aussi. Puis M. Lawson m'a donné sa carte professionnelle. Refusée. Il avait l'air terrifié. Mademoiselle Monroe, la facture est impayée. Si elle n'est pas payée, je dois appeler la police. C'est la politique. C'est du vol de service. J'ai regardé la petite machine. M. Henderson, ai-je dit. Avez-vous la facture? Il m'a tendu le papier. Je l'ai regardé. Caviar, $800. Champagne, 2500 $. Je ne paie pas ça, ai-je dit. Mais, j'ai payé la compte, ai-je dit. C'était mon cadeau. Je ne paie pas pour l'excès. Et j'ai annulé cette carte il y a 1 heure parce que ma famille a l'habitude de dépenser de l'argent qui n'est pas le sien. Qu'est-ce que je fais? A-t-il demandé. Il transpirait abondamment maintenant. Retournez là-bas, ai-je dit en pointant le jardin. Et dites-leur qu'ils doivent payer. Espèces, débit, chèques, bijoux. Je m'en fiche, mais ne revenez pas ici. Ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas, a chuchoté Henderson. M. Lawson a dit que ses fonds sont bloqués dans des obligations à l'étranger. J'ai ri. C'était un rire sombre et sec. Les fonds de M. Lawson sont bloqués dans un pays imaginaire. Ce n'est pas mon problème. Je me suis approché de lui. Allez chercher votre argent, M. Henderson. Faites votre travail. Il a hoché la tête, a dégluti difficilement et s'est retourné. Il a couru vers le portail du jardin. J'ai attendu un instant. Puis j'ai regardé Marcus. Ouvre le portail, ai-je dit. Je veux regarder. Marcus a appuyé sur un bouton au mur.
Le lourd portail en fer qui séparait notre zone de chargement de l'entrée de service du lieu a glissé pour s'ouvrir. J'ai traversé. Je ne suis pas entré dans la fête. Je suis resté dans l'ombre de l'entrée de service derrière une pile de caisses. J'avais une vue parfaite sur la table principale. La musique s'était arrêtée. Les invités restaient debout maladroitement, sentant la tension. M. Henderson se tenait à la table d'honneur. Il ne chuchotait plus. « Monsieur, je ne peux pas vous laisser quitter les lieux tant que cette facture n'est pas réglée », a dit Henderson bruyamment. Derek était debout, le visage rouge. « C'est ridicule. Je vous ai dit, passez la carte à nouveau. C'est une erreur bancaire. »« Je l'ai passée 4 fois, monsieur, » a dit Henderson. « Elle est gelée. La banque dit que le compte est fermé. »« Fermé ?» a hurlé Hélène. Elle a bondi. « C'est impossible. C'est le compte de Riley. Elle n'oserait pas. » Les invités ont eu le souffle coupé, les têtes se sont tournées. « Riley ?» a dit Vanessa en regardant autour d'elle. « Où est-elle ? » « Maman, tu as dit qu'elle était partie. »« Elle l'a fait. » a crié Hélène. Elle a sorti son téléphone. Elle composait mon numéro. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Elle ne répond pas, a crié Hélène. Elle a regardé Henderson. Écoutez, il doit y avoir une erreur. Ma fille gère ces choses. Facturez-la simplement. Nous réglerons ça plus tard. J'ai parlé à votre fille, a dit Henderson. Sa voix était froide maintenant. Il avait fini d'être poli. C'est elle qui m'a dit de revenir ici et de récupérer le paiement auprès de vous. Le silence est tombé sur le jardin. Même le vent a semblé s'arrêter. Elle a quoi ? A chuchoté Vanessa. Elle a dit qu'elle ne paie pas, a annoncé Henderson. Et elle a dit que si vous ne pouvez pas payer, je devrais appeler la police. La police ? A crié Derek. Savez-vous qui je suis ? Je sais que vous êtes un homme qui ne peut pas payer son champagne, a claqué Henderson. Il a sorti sa radio. Sécurité, verrouillez les portails avant. Personne ne sort. Appelez le commissariat. La panique a éclaté. Non, non, non. Hélène a attrapé le bras d'Henderson. Vous ne pouvez pas appeler la police. Pensez à la réputation. C'est une baby shower. Alors payez la facture, a dit Henderson. 8420 $. Derek tapait frénétiquement sur son téléphone. Je savais ce qu'il faisait. Il essayait de transférer de l'argent. Il vérifiait ses autres comptes, mais je savais quelque chose qu'il ne savait pas. J'avais arrêté tous les transferts. Le salaire que je lui versais chaque mois, j'avais annulé le virement automatique ce matin. Il arrivait généralement sur son compte le 15, mais il empruntait souvent dessus. Mon application ne charge pas, a menti Derek, sa voix se brisant. Le signal est mauvais ici. Ma carte, a pleuré Vanessa. Essaie ma carte à nouveau. Je l'ai essayé, Madame Lawson, a dit Henderson. Refusé. Fonds insuffisant. Vanessa s'est effondrée sur sa chaise. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas les larmes mignonnes et embuées qu'elle utilisait pour les photos. Des larmes laides et effrayées. C'est humiliant, a-t-elle sangloté. Maman, fais quelque chose. Hélène avait l'air hagarde. Elle a regardé ses amis qui chuchotaient derrière leurs mains. Elle a regardé les serveurs qui bloquaient les sorties. Yeah. Je peux faire un chèque, a dit Hélène, ses mains tremblant. Je ne peux pas accepter un chèque personnel pour ce montant sans vérification, a dit Henderson. Et étant donné l'état de vos cartes, je doute qu'il soit encaissé.
Il avait raison. Il ne le serait pas. Hélène avait exactement 400 $ sur son compte chèque. Je le savais, j'avais vérifié le grand livre. Je suis sortie de derrière les caisses. Je n'ai pas marché dans la lumière. Je me suis juste tenue au bord de l'ombre où l'allée rencontrait le jardin. Derek m'a vu le premier. Riley, a-t-il crié. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Hélène s'est retournée. Elle m'a vu dans mon sweat à capuche. Son visage s'est tordu en un masque de rage. Riley, a-t-elle hurlé. Répare ça immédiatement. Donne-lui ta carte. Comment oses-tu nous embarrasser comme ça? Je suis restée là. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Je ne peux pas, ai-je dit. Ma voix était calme, portant à travers le jardin silencieux. Je gâche l'esthétique, tu te souviens? Arrête, a crié Vanessa. Paie le juste. Arrête d'être une sale gosse. Je n'ai pas d'argent, ai-je dit, mentant sans effort. Je suis juste une pauvre fille qui dort dans sa voiture. N'est-ce pas ce que tu as dit à Madame Henderson? Hélène s'est figée. Elle a regardé Madame Henderson qui se tenait à proximité, l'air choqué. Yeah, a balbutié Hélène. Tu voulais que je sois invisible, ai-je dit. Alors, je suis invisible. Mon argent est invisible aussi. Riley, s'il te plaît, a dit Derek. Son ton a changé instantanément. Il est passé de la colère à la supplication. Allez, on aide la famille. Couvre juste ça et je te rembourserai lundi. Mes investisseurs virent les fonds lundi. Je l'ai regardé. J'ai levé le paquet de papier dans ma main, le grand livre imprimé. Il n'y a pas d'investisseur, Derek, ai-je dit. Il est devenu blanc. Je suis au courant pour la société écran, ai-je dit. Je suis au courant pour les faux serveurs. Je suis au courant pour Cabot. Derek a fait un pas en arrière. Il avait l'air d'aller vomir. De quoi parle-t-elle? A demandé Vanessa en regardant son mari. Je parle du fait que ton mari me vole depuis 2 ans, ai-je dit. Et je parle du fait que je viens de couper le robinet. J'ai regardé ma mère. Et toi, maman? Comment va le toit? Ou devrais-je demander, comment va le lifting? Hélène a eu le souffle coupé et a couvert sa bouche. La fête est finie, ai-je dit. Vous devez payer vos propres factures maintenant. Je leur ai tourné le dos. Riley, tu ne peux pas nous laisser ici. A crié Hélène. Ils vont nous arrêter. Je sais, ai-je dit. Vous devriez probablement appeler un avocat. Oh, attendez. Vous ne pouvez pas vous en permettre un. Je suis repassé par le portail. Ferme-le, ai-je dit à Marcus. Le lourd portail en fer s'est refermé avec un fracas final retentissant, coupant le son de leurs cris. Je suis resté sur le quai de chargement 1 seconde, écoutant le silence. C'était fait. Le pont n'était pas seulement brûlé. Je l'avais fait sauter. Et maintenant, chef? A demandé Marcus. J'ai pris une profonde inspiration. Je me sentais plus légère que l'air. Maintenant, ai-je dit, nous les laissons faire face aux conséquences. Je rentre à la maison. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Pas la berline déglinguée que je conduisais habituellement chez eux. Je suis passé devant pour aller au coin arrière du garage où une housse recouvrait une forme. J'ai retiré la housse. En dessous se trouvait une Porsche 911 vintage, noir mat, restaurée à la perfection. Je suis monté dedans. J'ai démarré le moteur. Il a rugi, résonnant dans l'entrepôt. Je suis sorti par la sortie latérale, m'insérant dans la rue. En passant devant l'entrée du lieu, j'ai vu une voiture de police arriver, gyrophares allumés.
Je n'ai pas ralenti. J'ai juste monté le son de la radio et conduit vers la ville. Je ne suis pas retourné au petit appartement délabré où ma famille pensait que je vivais. J'ai conduit jusqu'à ma vraie maison. C'était un penthouse au 42e étage donnant sur le port. C'était calme. C'était propre. C'était à moi. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise sur mon canapé blanc. J'ai posé mon téléphone sur la table basse. Il vibrait sans arrêt depuis 40 minutes. On aurait dit une abeille en colère piégée dans un bocal. Finalement, je l'ai ramassé. Il y avait 52 appels manqués. 30 SMS. J'ai ouvert les messages. Je n'avais pas peur. Je me sentais juste fatiguée. Maman, décroche le téléphone. La police est là. Ils mettent Derek dans une voiture. Maman. Riley, ce n'est pas drôle. Tu dois les payer. Ils menacent de nous inculper pour fraude. Vanessa, tu as gâché ma baby shower. Je ne te pardonnerai jamais. Mes amis filment ça. Je vais être la risée de tout le monde. Derek, appelle la banque maintenant. Dis-leur que c'était une erreur ou je te poursuis en justice. Je les ai fait défiler. Pas un seul message ne demandait si j'allais bien. Pas une seule personne ne demandait pourquoi j'avais fait ça. Ils ne demandaient pas mes sentiments. Ils ne demandaient que l'argent. Puis le ton a changé. Les SMS d'une heure plus tard étaient différents. Ils avaient dû être relâchés. J'ai supposé que maman avait utilisé la dernière limite de sa carte de crédit d'urgence pour payer la caution ou régler la dette minimale. Maman, nous sommes à la maison. Nous devons parler. Viens à la maison immédiatement. Vanessa, je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. Tu es égoïste. Tu es jalouse parce que j'ai une vie et toi tu n'as rien. Derek, je sais que tu as de l'argent, Riley. Je ne sais pas comment tu l'as eu, mais cacher des actifs est illégal. Nous allons avoir une longue discussion demain. J'ai posé le téléphone. Jalouse. J'ai chuchoté à la pièce vide. Vanessa pensait que j'étais jalouse de sa fausse vie. Elle pensait que j'enviais la dette, le stress, le besoin constant d'impressionner des étrangers. J'ai regardé autour de mon penthouse. J'avais des œuvres d'art originales au mur. J'avais la paix. J'avais une entreprise qui habillait des milliers de personnes. Je n'étais pas jalouse. J'étais libre. Mais lire le texto de Derek m'a donné une sensation de froid. Cacher des actifs. Il n'était pas triste. Il était en chasse. Il était comme un requin qui sentait le sang dans l'eau. Il avait réalisé que la sœur pauvre n'était pas pauvre, et maintenant il voulait une part du gâteau qu'il n'avait même pas aidé à faire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Derek, je viens à l'entrepôt demain matin. Nous allons régler ça. Si tu ne me laisses pas entrer, j'amène la police. J'ai ri. Il amenait la police à mon immeuble. Viens alors, Derek, ai-je dit doucement. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Les lumières de la ville étaient magnifiques. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas le poids lourd de leurs attentes. J'avais lâché la corde. Ils tiraient toujours, essayant de me traîner à nouveau dans la boue. Mais je n'étais plus là. Je suis allée me coucher tôt. J'ai dormi comme un bébé. Le dimanche matin à l'Iron Line Collective était généralement silencieux, mais quand je suis entrée à 7 heures, le panneau de sécurité clignotait en rouge. Statue, ai-je dit en passant devant la réception. Marcus était déjà là, regardant les moniteurs. Il avait l'air sombre. Quelqu'un a essayé d'accéder à la salle des serveurs à distance à 3 heures du matin, a dit Marcus. Et puis il y a 20 minutes, quelqu'un a essayé d'utiliser une vieille carte magnétique à l'entrée latérale des employés. Qui? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Marcus a tapé sur l'écran.
Les images de sécurité en noir et blanc ont été lues. C'était Derek. Il avait l'air terrible. Il portait toujours le costume de la baby shower, mais sa cravate avait disparu et sa chemise était déboutonnée. Il avait l'air en sueur et désespéré. Dans la vidéo, il passait une carte encore et encore contre le lecteur. C'était un vieux passe-visiteur que je lui avais donné il y a 2 ans quand il s'était arrêté pour utiliser les toilettes, ce qui, je réalisais maintenant, n'était qu'une mission de reconnaissance. Quand la porte ne s'est pas ouverte, il a donné un coup de pied dedans. Puis il a sorti son téléphone et a commencé à taper furieusement. Il essaie de pirater le réseau, a dit Marcus. Notre pare-feu l'a attrapé immédiatement. Il utilise un craqueur de mots de passe par force brute. C'est un truc d'amateur, mais l'intention est malveillante. Il n'essaie pas juste de parler, ai-je dit en regardant l'écran. Il essaie de s'introduire par effraction. Pourquoi ? A demandé Marcus. Il sait que vous lui avez coupé les vivres. Pourquoi entrer par effraction ? Parce qu'il se noie, ai-je dit. Et il pense qu'il y a un radeau de sauvetage à l'intérieur de mes serveurs. J'ai marché jusqu'au terminal principal, affichant les journaux de sa tentative de piratage. Que visait-il ? Marcus a tapé quelques commandes. Il visait les numéros de routage financier. Et attendez. Marcus a froncé les sourcils. Il essayait d'accéder aux dossiers de propriété intellectuelle, les dépôts de brevets pour la nouvelle technologie de tissu. Mon sang s'est glacé. Il n'essayait pas seulement de voler de l'argent. Il essayait de voler mon travail. Il voulait les plans de la technologie Ironline. S'il les obtenait, il pourrait les vendre à un concurrent pour des millions. Il pourrait effacer ses dettes et détruire mon entreprise en un seul coup. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était de l'espionnage industriel. Ce n'est pas un beau-frère, ai-je dit, ma voix dure. C'est un criminel. Il est toujours dehors, a dit Marcus. Il est assis dans sa voiture sur le parking. Je pense qu'il attend que vous arriviez. J'ai regardé le moniteur. J'ai vu la BMW de luxe en leasing de Derek garée de travers sur le parking. Il fixait la porte d'entrée. J'ai ressenti une vague de colère, chaude et vive. Il m'avait humilié pendant des années. Il avait pris mon argent. Et maintenant, quand j'avais finalement dit non, il essayait de me dépouiller. Laisse-le entrer, ai-je dit. Marcus m'a regardé. Quoi ? Pas la salle des serveurs, ai-je dit. La salle du conseil. Déverrouille la porte d'entrée. Désactive l'alarme pour le hall principal. Laisse-le entrer. Vous voulez le confronter ? Non, ai-je dit. Je veux le finir. S'il veut une réunion, il aura une réunion. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que j'utilisais rarement. C'était la ligne directe de la procureure, une femme qui portait mes manteaux et savait exactement qui j'étais. Allô ? A-t-elle répondu. C'est Riley Monroe, ai-je dit. J'ai un intrus à mon quartier général qui tente de voler des secrets commerciaux. J'ai des journaux numériques et des preuves vidéo. Je voudrais signaler un crime. J'ai raccroché et regardé Marcus. Escorte-le jusqu'à la salle du conseil quand il entrera. Dis-lui que je suis prête à négocier. J'ai ajusté mon sweat à capuche. Je ne me suis pas changée pour mettre un costume. Je n'avais pas besoin de m'habiller pour lui. Je possédais le bâtiment. C'est l'heure de la performance finale, ai-je dit. Je me suis dirigée vers les escaliers. Derek voulait voir la patronne. Il était sur le point de la rencontrer. Je me suis assise dans la salle du conseil en attendant. La pièce était silencieuse à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Sur la longue table en verre devant moi, j'avais disposé 3 dossiers, rouge, bleu, noir.
Marcus avait escorté Derek dans la zone d'attente en bas. Je l'ai regardé sur le moniteur. Il faisait les 100 pas, parlant fort au téléphone. « Ouais, je rencontre le propriétaire maintenant », disait Derek à quelqu'un, probablement Vanessa. « Ne t'inquiète pas, bébé. Je vais leur faire peur. Je vais menacer de poursuivre pour détresse. On fera effacer cette facture et peut-être obtenir un règlement en espèces aussi. » Il prévoyait de faire chanter le propriétaire. Il n'avait aucune idée que le propriétaire, c'était moi. J'ai baissé les yeux sur le dossier noir. C'était celui que mon expert comptable judiciaire m'avait envoyé par email il y a 10 minutes. Je savais que Derek était mauvais avec l'argent. Je savais qu'il était avide, mais jusqu'à ce que je voie ses papiers, je ne savais pas qu'il était un cerveau criminel. Les dossiers montraient où mes prêts étaient réellement allés. Je pensais financer une start-up à Seattle. En réalité, je finançais une société écran enregistrée aux îles Caïmans. La société s'appelait DL Holdings, Derek Lawson Holdings. Il n'avait pas perdu l'argent dans de mauvaises affaires. Il l'avait fait sortir du pays. Il cachait près de 200 000 $ de mon argent dans un compte offshore pendant que sa femme, ma sœur, pleurait auprès de moi parce qu'elle ne pouvait pas se permettre une poussette. Il ne se noyait pas. Il thésaurisait. Il m'avait regardé conduire ma vieille berline. Il m'avait regardé porteur les 3 mêmes suites à capuche. Il m'avait laissé vivre comme une indigente pendant qu'il était assis sur un tas de mon argent, riant de la facilité avec laquelle j'étais manipulable. J'ai senti une dureté froide s'installer dans mon estomac. Je n'étais plus triste. Je n'étais même plus en colère. J'avais juste fini. La porte de la salle du conseil s'est ouverte. « Il est là, directrice », a dit Marcus. « Fais-le entrer », ai-je dit. Je ne me suis pas levée. Je ne me suis pas retournée. J'étais assise en bout de table, le dos à la porte, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. J'ai entendu des pas lourds sur le tapis. Finalement, la voix de Derek a tonné. « Écoutez, qui que vous soyez, vous avez 5 minutes avant que j'appelle mon avocat. Vous avez humilié ma famille hier, et j'attends une compensation. » Il a claqué sa mallette sur la table. « Est-ce que vous m'écoutez ? Retournez-vous. » J'ai lentement fait pivoter ma chaise. « Bonjour, Derek, » ai-je dit. Derek s'est figé. Sa bouche est restée ouverte. Il m'a regardé, puis a regardé autour de la pièce, puis m'a regardé à nouveau. « Riley » a-t-il bafouillé. Il a laissé échapper un rire confus et nerveux. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es entré par effraction ? Tu ne peux pas être ici. Le propriétaire arrive. »« Assieds-toi, » ai-je dit. « Je ne m'assois pas avec toi, » a-t-il claqué, son visage devenant rouge. « Espèce de petite morveuse. Tu as tout gâché. Sais-tu à quel point Vanessa est embarrassée ? Sors de cette chaise avant que le vrai PDG n'entre et nous fasse arrêter tous les deux. »« Je suis la PDG, » ai-je dit. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Derek a cligné des yeux. « Quoi ? » ?»« Je suis la PDG, » ai-je répété. « Je suis la fondatrice, la propriétaire et l'unique actionnaire de Iron Line Collective. Ce bâtiment est à moi. La table que tu viens de frapper est à moi. »« Tu » a-t-il chuchoté. « Tu couds des couvertures. Tu es fauché. » J'ai fait glisser le dossier rouge sur la table. Il a glissé doucement sur le verre et s'est arrêté juste devant lui. « Ouvre-le, » ai-je dit. Il l'a ouvert avec des mains tremblantes. C'était l'acte de propriété du bâtiment et les papiers de constitution d'il y a 5 ans. Riley Monroe, présidente. Il a levé les yeux. La couleur s'est retirée de son visage. Il avait l'air d'aller s'évanouir. « Tu as des millions ?» a-t-il chuchoté. «
Et tu nous as laissés. Tu nous as laissés galérer. Je ne vous ai pas laissé galérer, ai-je dit. Je vous ai donné des centaines de milliers de dollars et tu les as volés. J'ai fait glisser le dossier noir. Je suis au courant pour les comptes aux Caïmans, Derek, ai-je dit. Je suis au courant pour DL Holdings. Je sais que tu n'as pas perdu l'argent. Tu me l'as volé. Il a laissé tomber le dossier. Il a commencé à trembler. Riley, attends. Ce n'est pas ce que ça paraît. Je l'économisais pour la famille. C'était un fonds d'investissement surprise pour Vanessa, pour le bébé. Menteur, ai-je dit. On peut arranger ça, a-t-il supplié. Il a contourné la table vers moi, les mains tendues. Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Je te rembourserai. Donne-moi juste du temps. Ne me ruine pas. Tu t'es ruiné toi-même, ai-je dit. J'ai appuyé sur un bouton sous la table. La porte latérale s'est ouverte. 2 officiers de police sont entrés. Derrière eux est venue la procureure elle-même. Derek s'est retourné. Non, a-t-il gémi. Non, s'il vous plaît. Derek Lawson, a dit l'officier en s'avançant. Vous êtes en état d'arrestation pour grand vol, fraude électronique et détournement de fonds d'entreprise. Ils ont attrapé ses bras. Il ne s'est pas débattu. Il s'est juste affaissé, toute l'arrogance fuyant de lui comme l'air d'un pneu crevé. Alors qu'il le traînait dehors, il m'a regardé en arrière. Riley, a-t-il crié. Appelle maman. Aide-moi. Je l'ai regardé dans les yeux. Je ne peux pas, ai-je dit simplement. Mes comptes sont gelés. La porte s'est fermée. La pièce était redevenue calme. J'ai regardé la chaise vide où il s'était tenu. J'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. C'était fini. 3 semaines plus tard, la ville était calme. Je me tenais sur le toit de l'entrepôt. C'était mon endroit préféré. Le vent soufflait, mais j'avais chaud dans mon sweat à capuche Ironline. Les choses avaient changé vite. Derek était en prison, en attente de procès. Les preuves étaient accablantes. Il ne sortirait pas avant longtemps. Vanessa avait dû retourner vivre chez maman. La banque a pris leur maison. Ils ont pris les voitures en leasing. La vie parfaite qu'ils avaient bâtie sur mon argent s'était évaporée en 48 heures. Mon téléphone ne sonnait plus autant. Maman avait essayé de venir au bâtiment une fois. La sécurité ne l'avait même pas laissée entrer sur le parking. Elle s'était tenue au portail en criant que j'étais une fille ingrate, que j'avais détruit la famille. Mais je n'avais pas détruit la famille. J'avais juste allumé la lumière. C'était eux qui ne pouvaient pas survivre à l'éclat. J'ai regardé en bas dans l'allée. Je pouvais voir l'endroit où je m'étais tenue pendant la baby shower en tenant mon sac en papier marron. Je me souvenais à quel point je me sentais petite ce jour-là. Je me souvenais avoir souhaité avoir une place à leur table. Maintenant, je réalisais que je n'avais jamais eu besoin de leur table. J'avais construit la mienne. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Sarah, mon ingénieure en chef. SMS, les nouveaux designs sont prêts pour approbation. L'équipe t'attend. J'ai souri. Je n'étais pas une victime. Je n'étais pas la paria. J'étais Riley Monroe. Je me suis détournée du bord du toit. J'ai marché vers la porte qui menait en bas à mon usine, mes gens et ma vie. Je possède le bâtiment. Je possède l'entreprise. Et pour la première fois de ma vie, je possédais ma paix.